venir pour ces cours-là, leur transmettre les enregistrements. Bon, enfin, en tout cas, je suis entendu et je suis vu. Oui, Et donc là, pour l'instant, on est trois, c'est-à-dire vous, moi et un troisième que je n'identifie pas, mais qui n'est même pas connecté. Peut-être qu'il est juste là, puis il s'est déconnecté. oui, ça je le vois pas non plus. Parce que là, il y a marqué trois participants et pour l'instant, il n'y a rien. Bon, on va attendre 10h15 et puis on verra bien. Là, il y a un deuxième Nicolas qui s'est connecté. Ouais, bonjour les amis. Ah, Nico? Ouais, Alors pour l'instant, on est trois. Il y a toi, moi, ouais et bah écoute, puis ce que tu fais, Antoine, l'assistant c'est que technique. tu commences à l'heure, tu fais ce que tu as à faire, et puis bah, les gens se mettront dessus, et voilà, c'est tout, hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Oui. Je ferai remonter toutes les informations qui de droit. Bon, au moins, tu as vu ma tronche. Voilà, exactement. Ce qui est un bonheur. Ce qui est un bonheur pour moi. Non, c'est pas ça, mais tu peux pas savoir le mal que j'ai eu à Oui, me non, mais connecter parce que tu m'as envoyé une capture d'écran. je t'en Et remercie beaucoup, et je sais que tout le monde fait des efforts, et c'est chouette. Je vais devoir vous laisser parce que je suis en rendez-vous, mais je vous souhaite une bonne matinée, et je reviendrai ouais, pour 14 heures pour refaire le liant de la suite. Voilà, ok. ça marche. Salut Nico. Salut Antoine. Le Nicolas qui reste connecté, ça vous intéresse, la cardiologie interventionnelle ou pas? Oui, 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 tout à fait. En fait, je suis assistant depuis le début de semaine. J'ai fini mes 2 années de docteur junior. Et Et t'es assistant où? je suis aux Hospices civils de Lyon, à Louis Pradel, l'hôpital cardio. Ah oui, je vois très bien. À Lyon, il va y avoir les GIF CTO bientôt. Oui, 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 Tu tout sais à fait. ça? Oui, bah, j'en ai entendu parler là dans un des topos de cette semaine, justement, où quelqu'un, Ouais, je ne sais plus qui en a c'est parlé. c'est une réunion d'expertise française où il y a une dizaine de lives et puis une petite centaine de participants, un peu moins. Mais c'est vraiment très, très instructif. D'accord, bah, je regarderai. Alors, on va être que tous les deux. Donc, tu peux laisser ton micro ouvert et puis tu m'interromps parce que ce que je vais expliquer, c'est pas simple en visio. Ok, OK? ça marche. Alors, je partage mon écran. Off. Euh, Off. Voilà. Tu le vois? Euh, pour l'instant, pour l'instant, moi j'ai toujours je vois vos diapos sur la gauche là. C'est pas en plein écran quoi. Moi, je suis plein écran. Mais est-ce que tu arrives à lire? Oui, là moi j'ai le premier diapo. Faites voir, faites passer un diapo peut-être pour voir si ça marche. Alors, hop, la deuxième diapo, c'est ça. Ça, c'est la première en plein écran. Non, Ouais, la deuxième. ok. Je pense qu'il y a un tout petit retard par rapport à vous qui parlez et ce que vous faites en ligne. Là, je viens de passer en grand écran moi. Donc c'est Ah, bon. et là, tu es sur quelle Là, je suis sur la diapositive? deuxième diapo. Grande famille. C'est ça. Bon, bah ça, donc ça veut dire que ça marche. Et là, je viens de repasser sur la première diapo. C'est ça, c'est moi qui viens de cliquer. Ok. Alors, écoute, Nicolas, on ne se connaît pas. Moi, je suis Antoine Pi. Je travaille à Amiens et je suis plus ou moins identifié comme pratiquant la CTO. Et donc, à ce titre-là, je participe au DIU, première, deuxième et troisième année, et on me demande de parler surtout de choses concernant la CTO et, à ce titre, la manipulation des microcathéters. Alors, euh, tu connais bien les microcathéters, je pense?
Oui, j'ai déjà eu l'occasion d'en utiliser quelques-uns. Après, c'est vrai que j'ai pas une énorme pratique là-dessus, mais Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la CTO, c'est un topic qui a beaucoup monopolisé l'attention il y a une petite dizaine d'années. Et c'était le topic à la mode, tout le monde voulait en faire. Et donc, l'industrie a suivi le pas et s'est mis en partenariat avec les cardiologues à essayer de faire progresser le matériel. Et même si on a un peu de mal à démontrer que la CTO, ça sert à quelque chose, au moins, l'industrie, en partenariat avec les docteurs, a fait progresser le matériel et nous a proposé de nouveaux devices pour améliorer euh, l'efficacité de notre geste. Tu vois bien que lorsqu'on doit dilater une lésion simple de n'importe quelle artère proximale, mettre un guide, mettre un ballon et mettre un stent, ça ne nécessite rien de très particulier. Le guide de base passe, le ballon, qui sont maintenant très bien profilés, passe, et le stent, il est mis facilement. Mais quand on s'intéresse à des occlusions plus sévères, plus anciennes, plus longues, plus calcifiées, plus fibrosées, alors les guides conventionnels manipulés sans autre forme de procès que le guide et les mains de l'opérateur a du mal à passer. Et donc, l'industrie, euh, fort de ce constat, a mis à notre disposition des matériaux adjuvants qui permettent d'augmenter l'efficacité, par exemple, de la manipulation du guide. Donc, il y a les extensions de cathéter et les microcathéters, et c'est ce dont je vais te parler si tu es encore seul en auditoire. Alors, ces microcathéters, en fait, ce sont ça s'appelle microcathéters, ce sont des cathéters, donc des tuyaux de très petit diamètre que l'on enfile sur le guide et qui permet au guide d'avoir ou de multiplier ses propriétés de franchissement essentiellement. Alors, une fois qu'il y a eu un ou deux microcathéters à la disposition des opérateurs il y a une quinzaine d'années, le premier c'était le Fine Cross. L'industrie a embrayé le pas et le Fine Cross n'est plus resté seul très longtemps. Et si on fait maintenant euh, le portfolio de tout ce qu'on nous propose, voilà ce qui t'apparaît. Donc c'est une très grande famille avec euh, des microcathéters de tailles différentes. En fait, il y en a deux tailles. Il y a les 135 cm qui permettent d'aborder les lésions en antérograde. Et il y a les 150 cm qui, eux, permettent d'aborder les lésions en rétrograde, c'est-à-dire de passer par l'artère contralatérale, une collectante, et d'aborder la lésion cible en rétro. Euh, C'est un gros avantage d'aborder en rétro, c'est que très souvent la cape distale est beaucoup plus molle que la cape proximale, et donc on arrive mieux à traverser les lésions complexes. Alors, il n'est pas utile de connaître tous les microcathéters de tous les fabricants. Euh, il est exactement comme les guides nécessaire que tu te fasses ton expérience avec les guides que tu utilises dans ton centre et d'identifier les 3-4 microcathéters qui te permettront de répondre à 95% des situations. Alors, schématiquement, il y a
deux types de conception de microcathéter. Et Stéphane Duvezin, qui est le directeur de chez Asahi France et qui devrait vous parler juste après moi de la fabrication de ces microcathéters. Il y a donc deux types de microcathéters, ceux qu'on utilise pour attaquer les lésions calcifiées, fibrosées, dures et longues, qui sont des microcathéters avec une spirale distale. Donc tu imagines bien que s'il y a une spirale distale, si tu le tournes, eh bien, il va avancer mécaniquement grâce à cette spirale. Ça, ce sont les microcathéters que je qualifierais de tressés ou spiralés. L'autre catégorie de microcathéters, c'est ce qu'on appelle les low profile. Le microcathéter n'est pas tressé au bout, il n'a pas un type tressé, il a un type de bas profil, et lui est plus volontiers utilisé pour surfer les connectantes épicardiques ou septales, ou bien s'attaquer à des lésions antérogrades avec des microchenaux, euh, lésions qui ne sont pas très anciennes et pas très calcifiées. Alors, quel est l'intérêt, me diras-tu, d'utiliser euh, un low profile par rapport à un spiralé, en imaginant que si le spiralé peut pénétrer dans des lésions longues, pourquoi ne pourrait-il pas pénétrer les septales et les épicardiques? Eh bien, simplement parce que qui dit spirale distale dit profil de pénétration moindre, et en général, le corps du microcathéter est beaucoup moins flexible. Donc, pour attaquer une antérograde calcifiée longue, tu utilises un spiralé ou un tressé, qui n'a pas besoin d'être très flexible, mais qui a besoin d'avoir du support et de pénétrer en drillant. Et lorsque tu veux, au contraire, faire cheminer ton microcathéter dans des tout petits microchenaux très tortueux, là, le spiralé devient dangereux parce que il peut, en redressant l'artère, la déchirer avec un risque de tamponnade. Alors tu utilises des microcathéters low profile très flexibles qui, eux, se faufileront dans la connectante ou dans les microchenaux et qui auront la flexibilité nécessaire pour s'adapter au cheminement sans traumatiser, sans redresser et sans fracasser l'épicardique, par exemple, qui est extrêmement fragile. Voilà les deux grands types. Donc sur ce schéma, tu vois qu'il y a plein de possibilités en fonction du laboratoire, mais on les classe de cette manière-là. Alors, il y a les microcathéters de neuroradio, ce n'est pas le propos, et en usage coronaire, c'est-à-dire ceux qui sont compatibles avec les guides 0.014. Il y a dans les simples lumières trois catégories. Celles de gauche, angiopathie complexe, qui sont surtout caractérisées par le fait qu'ils ne sont pas trop chers, et donc qu'on peut le sortir sans avoir le pharmacien sur le dos. Et puis tu as les deux autres types, les antérogrades et rétrogrades, qui sont utilisés dans les CTO, qui sont plus chers. Et tu vois qu'en antérograde, tu peux utiliser soit des 130 cm, soit des 150. Et dans les rétrogrades, il faut absolument utiliser un 150. Et donc, tu as le choix avec, selon que ce soit calcifié ou tortueux, un certain type ou un certain autre. Moi, personnellement, dans les antérogrades calcifiés, j'utilise volontiers le Corsair Pro XS 135, le Turnpike Spiral. Ça, c'est dans les calcifiés. Lorsque c'est tortueux, j'utilise volontiers le Caravelle ou le Fine Cross. Dans les rétrogrades, j'utilise volontiers lorsque je veux surfer une épicardique ou une septale, le Fine Cross et le Caravelle, de la même manière, dans une version 150, évidemment. Et parfois, j'utilise le Turnpike LP et le Corsair Pro XS 150 qui me permettent, par exemple, de faire avancer
mon microcathéter dans une septale qui non seulement est tortueuse, mais qui est aussi tellement petite que un low profile ne progresse pas. Et enfin, tu as les spécifiques sur la droite, qui, eux, sont soit double lumière, soit angulés, selon la situation qui se propose à toi. Par exemple, si tu veux cathétériser avec ton guide une septale dont la naissance est très angulée, tu vas utiliser volontiers le supercross qui est angulé et qui te permet de positionner le bout de ton microcathéter à proximité de la collatérale que tu veux cathétériser avec ton guide. Et comme il est angulé, il va te permettre de gérer l'angle plus facilement. Le double lumière, je crois que Nicolas vous en parlera demain. Il devait parler ce matin, mais je pense qu'il a remis son cours à demain. Le microcathéter double lumière a plein d'intérêts pour protéger les collatérales, par exemple, et pour augmenter le support euh, d'un guide pénétrant lorsque la CTO à laquelle tu t'attaques n'a pas de moignon particulier et naît de manière angulée par rapport à la branche principale. Mais ça, Nicolas vous en reparlera plus volontiers demain. Les microcathéters spécifiques, angulés, double lumière, coaxial ou monorail, il vous en parlera demain. Là, on va essentiellement orienter le topo sur les microcathéters simples et théoriquement, ce que je devrais faire, c'est vous parler des méthodes de retrait. C'est-à-dire, une fois que tu l'as mis en place, comment tu le retires et comment tu en mets un autre. Parce que tu comprends bien qu'un microcathéter simple, c'est, comme je te l'ai expliqué, une sorte de grand tuyau qui est coaxial. Si tu imagines que tu veux utiliser un 150 cm, comme ton guide fait 190, si, alors que ton guide a franchi la lésion, ton microcathéter de premier choix ne franchit pas, tu vas vouloir l'enlever. Mais si tu tires sur le microcathéter, comme il fait 150 ou 135 et que ton guide fait 190, il y a un moment où tu vas être obligé de tout retirer si tu tires simplement. Donc il y a des petites techniques dont je vais parler qui te permettront de maintenir le guide en place et d'enlever ton microcathéter. Est-ce que tu me suis? Oui, parfait. Ouais. Bien. Alors, je sais pas, on est combien là sur... on est tous les deux? Non, je crois qu'il y a un troisième participant, Oh, Mohamed, qui apparaît. oui. Alors, s'il veut mettre son micro pour m'interrompre, il n'y a pas de problème. Alors, bien entendu, quand tu utilises ton microcathéter, il faut que tu en connaisses les caractéristiques techniques. Cette slide, je ne vais pas la commenter, simplement pour te dire que tous les microcathéters ne se ressemblent pas. Leur profil est bien entendu très différent, avec un profil particulièrement effilé dans les low profile, les caravelles et les fine cross, et avec des lumières internes qui diffèrent. Et il faut faire très attention quand tu commences une CTO avec un microcathéter. Il faut te méfier que si par hasard, en cours de procédure, tu crées une effraction, il faut que la lumière interne de ton microcathéter puisse recevoir tes coils, les coils que tu as en salle pour éventuellement boucher les fractions. Je vais te donner un exemple. Si par hasard tu pars avec un caravelle et que tu utilises dans ta salle usuellement un coil Terumo, eh bien, la taille de la lumière interne du caravelle ne te permet pas d'envisager de passer ton coil Terumo à l'intérieur. Donc il faut se méfier de la compatibilité des coils et du microcathéter que tu vas utiliser pour ne pas te retrouver comme un imbécile sans avoir la possibilité de mettre ton coil dans la lumière interne du microcathéter que tu as choisi. Alors, à quoi ils servent les microcathéters? Eh bien,
c'est schématique, là, la slide, et je pense que Nicolas sera plus précis demain. Mais tu verras pourquoi on les utilise volontiers dans les lésions complexes et notamment les CTO. Dans les lésions qui sont sur un vaisseau très tortueux, pour faire des échanges, c'est-à-dire que tu as le microcathéter en place et tu échanges les guides, pour injecter à l'endroit où tu es pour savoir quel est le chemin et quelle est la lumière, et si tu es dans la lumière ou pas, pour injecter à l'intérieur de ton microcathéter des médicaments injectables comme l'adénosine, la trinitrine, euh, voire même un fibrinolytique. Ça te permet aussi, lorsque ton guide est, tu vois, ça s'appelle Jailwire Retrieval. Euh, tu vois le schéma, tu as un stent, le guide est coincé entre la paroi et le stent, tu tires sur le guide, il ne vient pas. Donc pour augmenter la force de traction, tu mets sur le guide, qui est donc dans la paroi, le microcathéter, au contact, et lorsque tu vas tirer sur le guide, tu auras beaucoup plus de force d'extraction. Le reverse wiring, est-ce que ça te parle, ça, le reverse wiring? Non. Alors, tu vois, c'est le schéma est ici. C'est-à-dire que tu as une lésion qui fait suite à une angulation très importante, lésion d'une collatérale. Et tu n'arrives pas à la cathétériser, tu n'arrives pas à mettre ton guide dans cette lésion-là en antérograde. Là, Nicolas t'expliquera demain qu'avec un double lumière, si tu fais faire à ton guide une boucle, tu dépasses la lésion, tu te mets en aval de l'artère principale avec une boucle, avec une sorte de bending en parachute. Et lorsque tu vas retirer sur le cathéter double lumière, eh bien, le guide va euh, choper l'ostium de la collatérale et en tirant, il va se déployer dedans. Voilà, ça s'appelle le reverse wiring. Ça permet de cathétériser des collatérales qui naissent de manière très angulée. Nicolas vous expliquera ça demain. Bien entendu, on en parlait tout à l'heure, euh, ça te permet aussi de déployer un coil lorsque tu as créé une effraction et que tu veux la boucher immédiatement. Mais là encore, il faut que tu vois la compatibilité entre le microcathéter et ton coil. Et enfin, mais ça je ne le fais jamais, c'est censé protéger une collatérale lorsque tu veux faire une atérectomie de l'artère principale, voilà le schéma, tu as la lésion calcifiée, la fraise de Rota, tu veux aller fraiser ici et protéger cette branche-là, et donc tu mets un micro-4, mais ça je fais ça jamais. Mais bon, ça fait partie des potentialités du microcathéter. Alors, les microcathéters, en gros, à quoi ils servent? Ils servent à échanger les guides avant franchissement. On va revenir sur tous ces points. Ça permet d'augmenter le support et surtout la force de pénétration du guide en place. Ça te permet de contrôler la position d'aval du guide quand tu as franchi. Ça permet, une fois que tu as franchi, de remplacer ton guide dur de franchissement par un guide mou pour éviter qu'au cours de ta procédure ultérieure, ce guide dur embroche et complique la procédure. Et enfin, ça te permet de surfer des épicardiques et des septales, et soit de faire une stratégie hybride de reverse cart, soit de faire un landmark, c'est-à-dire, tu verras sur les exemples, injecter l'aval pour permettre à ton guide antégrade de mieux viser. Et le tout sans piqûre, puisque ces microcathéters sont particulièrement souples. Avant qu'ils n'apparaissent sur le marché, on utilisait des ballons qu'on appelait coaxiaux, mais dont le corps était kinkable et donc qui pouvaient, lorsqu'on les manipulait trop, se plicaturer
et donc devenir beaucoup plus ennuyeux qu'intéressant. Donc voilà, ça ne se piqûre jamais, les microcathéters, contrairement aux ballons coaxiaux. Alors, premier topic, échange de guide avant franchissement. Donc, imagine une lésion compliquée, imagine une lésion compliquée euh, que tu ne peux pas aborder avec un guide standard, mais qui fait suite à de très nombreuses tortuosités. Tu vas commencer par acheminer ton microcathéter avec ton guide standard, dont tu vas choisir le bending distal, et qui te permettra de faire le chemin pour amener le microcathéter sur site. Puis, tu enlèves le guide et tu le remplaces par le guide de ponction, qui sera donc directement sur site et dont tu n'auras pas besoin de modifier le bending d'usine, qui est en général extrêmement performant, pour s'attaquer à la lésion. Tout le chemin aura été fait par le premier guide sur lequel est le microcathéter, et donc tu n'auras qu'à échanger les guides pour t'attaquer directement à la lésion de CTO. Une fois que tu as ton guide dur, eh bien tu peux attaquer ta lésion de CTO sans perdre de temps. Ok, et j'ai une question. Si j'ai commencé à attaquer ma lésion avec un guide et qu'ensuite je décide de finalement utiliser un microcathéter, le microcathéter, je peux le monter directement sur mon guide qui est en place contre la lésion. Alors, en fait, théoriquement, ton guide, il fait 1,90 m. Ton microcathéter, il fait au mieux 1,35 m. Donc, quand tu vas enfiler ton microcathéter sur le guide, pardon, euh, ton guide ne va pas ressortir tout de suite. Il va falloir que tu pousses ton microcathéter pour l'amener jusqu'au site. Et si tu fais ça, tu risques, en poussant ton microcathéter, de pousser aussi le guide dur et de lui faire un chemin intrapariétal ou même sortir de l'artère avec le risque que ça comporte. Donc, si tu as un guide sur place et que tu veux amener un microcathéter, il faut trapper le guide, on va en parler, et acheminer ton microcathéter, ou bien choisir, et on va en parler aussi, de mettre une extension de guide pour que ton guide fasse 3 mètres, et à ce moment-là, ton microcathéter de 135, tu vas pouvoir l'acheminer sans pousser le guide en même temps que tu vas pousser le microcathéter. Est-ce que tu me comprends? Ok, oui, très clair. Euh, je te montrerai des exemples. Donc là, pour illustrer ce que je venais de dire avant que tu me poses la question, voilà un guide seul qui achoppe sur cette lésion occlusive. Tu mets un microcathéter et tu vois bien entendu que la puissance de pénétration du guide que tu vas utiliser va être clairement augmentée. Donc ça, c'est un des utilisations de base du microcathéter. Quand le guide a franchi l'occlusion, le microcathéter peut à son tour le suivre, surtout s'il s'agit d'un microcathéter tressé. Donc, on en verra l'exemple tout à l'heure, tu le drilles et il suit le guide et sa spirale permet, lorsque la lésion n'est pas trop dure, de franchir. Une fois que tu as franchi, tu laisses ton microcathéter en place, là, voilà, tu vires le guide et tu le remplaces par un autre guide, soit un guide mou, ce qui te permettra de poursuivre ta procédure sans être traumatique, soit un guide de rota, par exemple, si tu veux faire un rota sur cette lésion calcifiée. Le gros avantage, donc, c'est que ton guide de pénétration, qui est un guide contendant et agressif, dès que ton microcathéter est passé, tu t'en débarrasses et tu choisis le guide adapté à ce que tu souhaites faire ultérieurement. OK? Ok. Alors, voilà. Là, tu as typiquement un guide qui est dans le microcathéter. Le guide est devant la lésion
C'est une lésion qui, a priori, n'est pas calcifiée, avec des microchenaux. Et tu vois, tu vas utiliser là un guide de microchenaux, par exemple le Fielder XT, et tu le drilles dans le microcathéter pour qu'il progresse. Ça, c'est une des premières utilisations du microcathéter qui permet donc, faisant face à la lésion peu calcifiée et avec des microchenaux, d'augmenter la puissance du guide Fielder, qui n'est pas très puissant, qui n'est pas un guide de ponction, et tu le drilles, comme ça il avance. Voilà. Là, c'est une autre stratégie. Ta lésion est calcifiée, elle est dure, et tu n'as pas de microchenaux. Là, tu vas utiliser dans la gamme Gaia, toujours Asahi, et tu vas le manipuler comme ça, à travers ton microcathéter, des quarts de tour, et tu vas vérifier sur ta scopie que ton guide suit le chemin que tu veux lui faire suivre. Ça, c'est un guide de ponction, qui est un guide directionnel, contrairement au XC dont on vient de parler dans l'exemple précédent, où le guide fait son chemin tout seul, il n'est pas directionnel, et il utilise les micro-chenaux de ta lésion pour progresser. Donc, en fonction de la lésion, tu vas choisir ton microcathéter et ton guide. Lésion peu calcifiée, peu dure, pas très longue, tu utilises un microcathéter low profile ou spiralé et tu drilles le XC à travers. Soit c'est une lésion longue, calcifiée, ancienne, et là, tu vas plutôt choisir un microcathéter tressé, spiralé, et tu vas utiliser un Gaia, qui est un guide de ponction que tu vas diriger. Voilà. Mais ça, je n'ai pas la charge de vous faire le cours sur les guides. Vous avez déjà entendu parler de ça, j'imagine. Alors, selon le mode de fabrication, que ce soit un low profile ou un tressé, eh bien, tu ne vas pas le faire avancer de la même manière. Lorsque tu utilises un low profile, par exemple Caravelle, Fine Cross, tu vas essentiellement le pousser et le tirer sans trop le driller. Ou au contraire, lorsque tu utilises un micro-cathéter tressé, là tu vas le faire progresser, non pas en le tirant et le poussant simplement, mais en le drillant. Et là, il y a deux types de tressage, le tressage américain et le tressage nippon. Le tressage américain, qui est celui du Turnpike de la société Teleflex, qui te permet une avancée en drillant dans le sens horaire, et le tressage nippon, celui du Corsair XS, où tu feras avancer par un drill en rotation anti-horaire. Ça, c'est selon la fabrication du tressage. Alors, c'est très théorique, et il se peut que tu fasses le contraire, ce n'est pas un drame. Mais a priori, il sera plus efficace, comme je viens de te le dire, en sachant que lorsque tu fais avancer un microcathéter tressé en drill, il faut relâcher les tensions. Car si tu drilles toujours dans le même sens indéfiniment, des centaines de fois, tu vas finir par le tordre, c'est logique. Et les microcathéters tressés ont malheureusement un, un bout distal qui est amovible, et malheureusement, tu peux le casser, au contraire des low profile qui sont d'un seul tenant. Donc, lorsque tu drilles un microcathéter tressé, drille-le dans le sens recommandé par ton fabricant, mais de temps en temps, relâche la pression en faisant quelques tours dans le sens inverse pour éviter que la torsion trop importante dans le même sens détache le nez. Tu me comprends? Oui, Bon, c'est pas simple à expliquer tout ça comme ça en visio. Alors, voilà l'avancée d'un microcathéter low profile. Tu vois, je le tourne un peu, mais je ne le drille pas. Théoriquement, la main droite de l'opérateur maintient le guide, et dessus, tu fais coulisser le microcathéter low profile pour qu'il essaye de pénétrer. Au contraire,
voilà l'utilisation d'un microcathéter pressé. Et tu vois que la main gauche de l'opérateur maintient le guide dans sa paume et l'autre main fait tourner, enfin le doigt de cette même main fait tourner dans le sens recommandé par le constructeur et l'autre main, comme tu le vois, en même temps, essaye de le pousser. D'accord? Donc c'est un geste un peu compliqué qui nécessite que ta main droite maintienne le guide et que la pince pouce index imprime un drill, alors que ta main gauche pousse le corps. OK? Ok. Alors, une fois que tu as fait pénétrer ton guide et que tu as franchi, ton microcathéter est donc en aval de la lésion. Tu peux, dans certaines circonstances, injecter dans le microcathéter pour visualiser le chemin que va devoir faire le guide que tu auras choisi après avoir enlevé ton guide de ponction. Donc, je répète, tu as ton microcathéter devant ta lésion que tu as chiné avec ton guide banal. Tu as viré ton guide banal, tu as mis un guide de ponction. Tu as réussi à franchir la lésion soit avec un XT en drill, soit avec un Gaïa en quart de tour. Puis tu as fait cheminer ton microcathéter qui a franchi la lésion. Là, tu enlèves ton guide de ponction pour choisir un autre guide, adapté à la situation. Et si tu veux savoir quel va être le trajet que ton nouveau guide doit faire, tu peux injecter dans le microcathéter et donc tu verras le chemin que devra prendre ton guide, celui que tu viens de choisir. Alors attention, il faut surtout que tu sois sûr que ton microcathéter, lorsqu'il a franchi, ne soit pas en fausse lumière. Parce que s'il est en fausse lumière, bien entendu, tu vas tout déchirer en injectant dedans. Tu as compris? Oui, oui, oui. Alors voilà un exemple. On a mis un microcathéter juste devant l'occlusion de l'IVA. Il y a des microchelots. Tu injectes dedans et tu te rends compte que d'abord, il y a des microchelots que tu ne voyais pas à l'œil nu et donc que tu vas pouvoir utiliser un guide de microchelot, un XC par exemple, ou bien un Gladius, et tu vas visualiser le chemin que devra prendre le nouveau guide que tu as choisi une fois que tu auras ponctionné et franchi. Autre situation intéressante, tu as choisi un microcathéter low profile pour le mettre dans une septale avec l'espoir de choper l'IVP. Voilà, tu as ton microcathéter en place, tu injectes dedans, et en injectant dedans, tu vois ce que le nouveau guide que tu vas prendre, un SUO par exemple de chez Asahi, va devoir faire pour rejoindre l'IVP. Parce que tu sais que les septales, soit ça se surfe à l'aveugle, c'est-à-dire sans allumer la septale comme c'est le cas là, et souvent c'est une utilisation black, soit tu utilises une septale que tu penses pouvoir allumer, tu l'injectes comme c'est le cas là, et après tu utilises un suo particulièrement non traumatique, et tu vas le driller pour qu'il descende et qu'il épouse le chemin que tu as identifié. Tu l'auras mis en référence sur ton deuxième écran, et avec ton guide, à l'aveugle, tu vas cheminer en vérifiant à l'œil que le chemin que ton guide prend est cohérent avec celui de l'image de référence que tu as identifiée. Tu me comprends? Oui, et du coup, pas de risque d'injecter dans un microcathéter, même quand on n'a pas encore passé la lésion, où qu'on soit dans la lésion, théoriquement, on peut faire une petite injection pour voir où on est, quoi. Alors le problème, quand tu as franchi une lésion et que tu injectes en aval, c'est que si tu es dans la vraie lumière, tu as tout gagné, tu es heureux, mais si malheureusement, tu n'es pas dans la vraie lumière, là tu interromps ta procédure parce que tu déchires tout. Oui, Donc ce n'est pas conseillé. Moi, tu vois, j'utilise des injections dans le microcat dans cette situation-là. Ça, je le fais volontiers. Par contre, quand j'ai franchi l'occlusion, je ne sais pas très bien où est mon microcat, je n'utilise pas cette technique, je n'injecte pas dedans. Je préfère utiliser un guide très mou et voir si mon guide en knuckle, si je le pousse doucement, va au bout de l'artère. S'il y a une résistance à la sortie du guide du microcathéter, c'est probablement que tu es dans la fausse lumière.
D'accord? Ok. Alors, voilà un exemple de landmark. Tu as mis ton microcathéter par une septale dans l'aval de la droite. Il est là, c'est un fine cross. Et tu injectes dans ce fine cross pour guider le chemin du guide antégrade. Et tu vois que ton guide antégrade, il est à l'ouest. Il est dans une marginale du bord droit. Il faut donc que tu le recules jusque-là et que tu l'achemines en suivant le landmark que tu obtiendras en injectant dans le microcathéter rétrograde. Alors, il y a une différence fondamentale avec ce dont on vient de parler. Parce que si tu as franchi une septale et que tu as mis ton microcathéter là, il est forcément en vraie lumière. Donc tu as très peu de chances de l'avoir positionné en fausse lumière et de tout déchirer. Parce qu'en fait, tu n'as pas eu à franchir la lésion. Tu as mis ton guide dans l'IVA, dans une septale, dans l'IVP, le microcathéter a suivi, donc il est forcément en fausse lumière dans cette position. Donc injecter dedans, dans ces conditions-là, ne me gêne pas. Ce qui n'est pas du tout pareil à la situation de tout à l'heure, où en ayant franchi ta lésion en antérograde, tu as toujours un doute quant à la position du microcat. Est-il en vraie lumière ou en fausse lumière? Compris? Oui. Alors, maintenant, on va parler des méthodes de retrait. Autrement dit, quand tu as franchi ton guide, que ton guide a franchi la lésion, et par exemple, que le microcathéter que tu as utilisé ne franchit pas. Tu avais pris un low profile, tu t'es planté la gueule, et tu décides de retirer ton micro-profile pour mettre un tressé. Là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu tires sur ton microcathéter qui fait 1,35 m, fatalement, tu vas tirer le guide avec. Et donc, tu vas perdre la position de ton guide. Alors là, tu as plusieurs techniques qui vont te permettre de maintenir le guide dans l'aval et pour autant de retirer ton microcathéter. Ça s'appelle la trapping technique. Alors, je vais essayer de faire un truc là, j'espère que ça va marcher parce que je ne suis pas très bon en ordinateur, mais je vais essayer de te montrer un petit film. Mais d'abord, voilà, c'est pas bien centré, mais voilà. Donc tu as ton guide que tu as mis au-delà de la lésion, tu veux virer ton microcathéter sans toucher la position de ton guide. Donc tu vas retirer ton microcathéter jusqu'à ce que tu puisses plus, donc dans le cathéter guide. Voilà, ton guide est encore en place. Tu mets un ballon en aval de l'extrémité distale du microcathéter que tu as tiré dans le cathéter guide. Tu vas voir le truc d'après. Tu le gonfles. Et comme tu le gonfles, tu vas donc immobiliser ton guide. Et donc, tu vas pouvoir tirer sur ton microcathéter sans risque de retirer le guide en même temps. Donc, tu utilises un ballon que tu mets à côté de ton guide, sans guide dedans, hein. Tu le mets dans le cathéter guide et tu le gonfles. Et tu peux retirer le microcathéter. Puis après, tu retires le ballon de trapping et tu finis par flusher parce que la manœuvre de retrait du microcathéter peut créer un effet Venturi et des bulles, donc tu es obligé de flusher. Alors, sur l'écran, c'est pas super visible, c'est pour ça que je vais essayer de te montrer le petit film. J'espère que ça va marcher. Excuse-moi si ça ne marche pas, mais voilà, je tente. Alors, je m'en vais de là, évidemment. Je sais. Voilà, PowerPoint. Non, ça, c'est pas PowerPoint. Voilà, c'est celui-là, peut-être. Non, pas celui-là. Voilà. Tu m'entends toujours? Oui. Mais par contre, vous avez quitté le partage d'écran. Ah, c'est vrai. Donc, comment je fais? Je fais OK. Euh, comment je peux? Là, je vais faire ça, trapping technique. Voilà. Là, t'es pas en partage d'écran? Pour l'instant, non.
Attends, comment je peux faire pour être en partage écran? Je fais ça, ça, ça. Oh là là. Partager, partager. Tu l'as là ou pas? Ouais, ça démarre. Oui, c'est bon, ouais, j'ai la vidéo, là. Alors là, je recommence au début de la vidéo. Voilà. Tu écoutes, c'est en anglais, mais ça va t'expliquer. Tu as compris ou pas? Oui, ouais, ouais, ok. En fait, est-ce que tu parles un peu l'anglais ou pas du tout? Ah, par contre, non, nous, on n'avait que la vidéo, on n'avait pas le son, là. On a roulé Ah, étape par t'avais pas le étape. son? Oh Non. putain. Bon, enfin, Enfin, ça après, te on comprend bien, résume. franchement, avec les images, on comprend très bien, là. Oui, c'est ça. En fait, l'objet, c'est donc de mettre dans ton cathéter guide un ballon à côté de l'ensemble microcathéter guide. Tu retires ton microcathéter jusqu'à ce que tu puisses plus. C'est-à-dire que si tu continues à le tirer, tu vas finir par tirer le guide avec. Donc tu l'amènes dans le cathéter guide et là tu mets un ballon que tu gonfles en aval de l'extrémité distale. Du coup, ça chope le guide, ça l'immobilise et tu peux tirer sur ton microcathéter. Ouais, ok. OK? Oui. Alors attends. Maintenant, je vais essayer de revenir à mon truc, mais pouh, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. Alors, je reviens sur ma présentation. Où est-ce qu'elle est? Voilà, ici. Tu l'as en partage écran ou pas? Oui, oui, c'est bon, ça marche. Oh là là, putain, je suis mieux que je pensais, hein. En bic, je reviens là où on était. Donc, toc, 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 toc. Voilà. Alors, avec quoi tu peux frapper? Comme tu l'as pas entendu parce que tu n'avais pas le son. Alors là, Si juste, ça tu n'a pas lancé utilises, encore le diapo, hein. Je suis encore sur votre fenêtre où il y a les différentes présentations. tu es encore sur quoi? Sur votre fenêtre où il y a les différentes vidéos et où vous avez cliqué sur votre présentation, mais il n'y a rien qui s'est ouvert pour l'instant. Ah merde, pourtant, moi je suis en train de partager mon écran et je suis là. T'as pas mon diaporama. Non, pour l'instant, non. Après, c'est peut-être comme tout à l'heure où il y a eu un petit moment où le temps que ça se mette en route, il y avait un petit décalage. Et là, tu vois quelque chose Non, pour l'instant, je suis toujours bloqué sur votre la même fenêtre. sur la vidéo.
Non, sur la fenêtre où vous avez justement vos différentes vidéos et votre présentation. Et vous avez cliqué sur votre Ah, diaporama. alors comment je peux faire? Je vais interrompre ma vidéo. Alors, j'arrête le partage. Je reviens. Oh là là. Arrêtez le diaporama. Voilà. Donc là, tu vois quoi à l'écran? Là, pour l'instant, j'ai plus de partage d'écran. D'accord. Donc je le mets là. Là, je vais le mettre en grand. Je vais partager. Là, je vais aller là. Partager. Là, tu vois quelque chose? Oui, c'est bon, il y a votre diapo là. Ah bah putain. Donc, je te disais que pour faire le trapping, soit tu utilises un ballon conventionnel, ben, un ballon compliant, 20 mm. Alors, c'est 2,5 dans le 7F et 2,0 dans le 6F. Lorsque tu gonfles ce ballon conventionnel, il faut que tu le gonfles à 18 à 20 bars. Et lorsque tu le dégonfles, comme c'est un ballon conventionnel, très souvent, il est un peu niqué. Le canal central, qui n'est pas occupé par un guide, se collabe, et donc tu ne peux t'en servir qu'une fois. Raison pour laquelle l'industrie nous a mis en place des ballons spéciaux dédiés au trapping, qu'on appelle le trapit ou le trappeur, qui est dans cette version-là. Euh, L'intérêt, c'est que le canal central, même s'il est utilisé plusieurs fois, ne se collabe pas. Tu peux utiliser un même ballon pour toutes les tailles de cathéter guide et il y a une sorte d'infléchissement au niveau du corps du ballon qui te permet, sans contrôle de la vue, d'éviter de faire sortir ton ballon dans la coronaire sans t'en rendre compte. D'accord? C'est un témoin. Un témoin, quand tu arrives là, quand tu as poussé ton ballon et puis que tu arrives là à la sortie de ta valve, ça veut dire que le bout de ton ballon n'est pas encore il reste dans le cathéter guide. D'accord? Donc c'est un intérêt. La dernière possibilité, c'est ce qu'on appelle le trap liner. C'est sur l'écran de droite, où tu mets une extension de cathéter guide dans lequel il y a un ballon. Voilà, je vais essayer de te montrer. Voilà. Tu as le guide qui a franchi. Tu mets ton trap liner en position. Voilà. Tu as un ballon dans l'extension. Tu gonfles. Ça te permet d'acheminer un microcathéter. Tu dégonfles au passage. Donc il va faire son chemin. Voilà, il traverse. Puis, tu as envie de le virer. Donc tu le vires parce que tu le mets là, tu gonfles ton ballon et hop, tu peux l'enlever. Donc tu as l'avantage avec ce trap liner d'avoir l'extension de cathéter guide et le trapping dans le même device. OK? Ok. Alors, la deuxième façon d'enlever, c'est ce qu'on appelle le trapping hydraulique ou la moulinette. C'est-à-dire que tu mets le bout de ton microcathéter, tu le tires jusqu'au bout du guide. Une fois que tu es au bout du guide, tu mets ton injecteur, enfin pas ton injecteur, ton inflateur en position en mettant le guide au milieu du connecteur de l'inflateur. Alors fais attention que dans cette manœuvre-là, tu ne captes pas le guide, que tu ne l'incarcères pas, il faut qu'il soit libre. Et puis tu fais une moulinette, tu moulines sur ton inflateur et ça va virer ton guide, ton microcathéter, pardon, tout en laissant ton guide sur place. Je vais te montrer un exemple. Cette technique-là, elle est pas mal, mais elle est un peu aléatoire. Et si le guide que tu as utilisé
est un guide contendant, le risque de ça, c'est de le projeter en distalité et de créer une effraction. Donc, il faut réfléchir à deux fois avant d'utiliser cette technique. Voilà la technique. Tu vois, l'opérateur branche son inflateur au bout du guide et du microcathéter sans trapper le guide. Puis, regarde, à droite, tu as le guide qui est en place et il va tourner. Voilà, tu vois, le guide est en place, il tourne et regarde l'opérateur, il va tirer en même temps qu'il mouline, il tire sur le micro-4 et le flush que l'inflateur impose dans le micro-4 permet au guide de rester en place. OK? Ok. Ça s'appelle la moulinette. Alors, la troisième méthode, c'est de prendre une extension guide, c'est-à-dire que tu as un guide d'1,90 m, tu fais que ça se transforme en un guide de 3 mètres. Donc, tu branches, grâce à un petit appareil ou bien à main nue, le guide d'extension sur le guide en place, tu le transformes en guide de 3 mètres, et du coup, c'est beaucoup plus facile d'enlever ton microcathéter. Le problème, c'est que parfois, ça se détache quand c'est pas bien fait. Et là, tu es embêté. Moi, j'utilise beaucoup moins ça. Maintenant, je fais que du trapping quasiment. Et enfin, la dernière méthode, c'est la circoncision, mais ça, je n'utilise jamais. C'est-à-dire que tu mets ton microcathéter à la garde, et puis tu le coupes ici. Donc, tu vas récupérer tout ça de guide, tu vas pouvoir retirer le microcathéter jusqu'au bout du guide, puis tu recommences. Et donc, tu as découpé ton microcathéter en 5 bouts, mais tu finis par l'enlever complètement, tout en laissant le guide sur place. Tu comprends? Oui. Bon. Alors, on en a terminé sur les méthodes de retrait et les méthodes d'avancée, puisque c'était le thème de mon topo. Malheureusement, mon topo, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que il aurait dû suivre celui de Nicolas Loest, qui t'expliquait le microcathéter et ses utilisations. Donc là, tu auras le cours, je ne sais plus quand, mais là, mon cours, il est un peu, du coup, il est un peu la charrue avant les bœufs. Alors, trois petits exemples pour finir notre topo d'utilisation des microcathéters. C'est amusant, je les ai mis là parce que c'était amusant. Le premier, c'est le Carlino. C'est que tout à l'heure, on a parlé du fait que lorsque tu injectais dans un microcathéter qui venait de franchir une lésion sévère, que tu ne savais pas où était ton microcathéter et que tu injectais, le risque, c'était tout déchirer, sans faire exprès. Eh bien, Monsieur Carlino, qui a donné le nom à cette méthode, lui, s'est servi de ça pour fragiliser les lésions et permettre leur meilleure pénétration quand elles sont trop dures. Ça s'appelle la méthode de Carlino. Ça, non seulement ça fragilise, mais ça peut aussi montrer le chemin en cas d'angle aveugle. Voilà l'exemple. Tu as le guide qui n'arrive pas, tu vois, il n'arrive pas à trouver le génu inferius. On n'arrive pas, on ne sait pas comment faire. Et donc au bout de 10 minutes, tu en as ras-le-bol, tu ne rejoins jamais l'extérieur, donc tu injectes dans ton microcathéter. Donc du coup, l'angle se dévoile et si tu as un peu de chance, tu peux retrouver la lumière au-delà de la dissection et terminer ta procédure. Voilà, ça c'est un truc un peu amusant que j'ai utilisé une fois, j'en ai montré l'exemple. Alors, le microcathéter peut aussi te servir d'embolisation sélective. Alors, on en avait parlé en cas d'effraction, mais ça peut aussi, et voilà ce cas clinique assez amusant, où tu as une mammaire qui est malheureusement rendue inefficace par cette collatérale vicariante que tu veux emboliser. Donc, tu mets dans cette collatérale vicariante un microcathéter, voilà, et puis tu mets dans ton microcathéter le coil, et puis tu enlèves ton microcathéter et tu l'as embolisé, et donc elle n'est plus en flux compétitif avec ton pontage mammaire. Voilà. Alors, euh, c'est pas facile vraiment pour moi de t'expliquer en visio toutes ces techniques. Parce qu'il faut que, tu vois, avec un paperboard,
avec des schémas, avec une gestuelle que tu aurais pu voir, j'aurais pu être beaucoup plus pertinent et pédagogique. Là, j'ai essayé avec des mots, et donc c'est pas forcément simple. J'espère que tu as à peu près compris ce que j'ai dit. Si, c'était bien compréhensible avec les schémas. Bon. Alors, la dernière petite chose, et puis on va en terminer, c'est le tip-in. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Alors, imagine la situation. Ferme les yeux, imagine la situation. Tu as une occlusion de droite. Tu as essayé en antérograde, tu as échoué. Là, tu vas passer par la rétrograde, l'IVA, septale, IVP, et tu remontes pour essayer de franchir l'occlusion à rétro. Et comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, la cave distale est plus molle. Donc tu franchis. Là, ton guide, il n'est pas assez long pour rentrer dans le cathéter guide antérograde et être externalisé. Tu es d'accord? Oui. Donc tu es obligé de mettre ton guide dans le cathéter guide, de le trapper. En le trappant, tu peux remonter ton microcat rétrograde jusqu'au cathéter guide. Et là, tu changes et tu prends un guide d'externalisation et tu fais ta procédure. Ben, pour éviter ça, tu peux faire ce qu'on appelle un tip-in, c'est-à-dire qu'une fois que ton guide est remonté dans le cathéter guide, eh bien, dans ce cathéter guide, tu mets un microcathéter antérograde et tu rentres dans le microcathéter antérograde ton guide rétrograde et il te suffit là de pousser après sur ton microcathéter antérograde pour qu'il suive le chemin du guide rétrograde. L'idée, c'est d'éviter un trapping avec cette méthode qui est assez élégante, tu l'évites. La seule chose, c'est que tu dois penser qu'il est difficile de rentrer ton guide rétrograde dans un tout petit microcathéter antérograde. Et bien, c'est possible avec certaines techniques, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop difficile à expliquer sans schéma et en visio. Je crois que j'ai terminé. Théoriquement, Stéphane Duvezin, qui est le directeur général de ASAI, ah ben il est là, Stéphane. Bonjour Voilà. Antoine. Bonjour Stéphane, je te remercie mille fois d'être là. Le Compris. DIU est un peu chaotique et les sessions sont déplacées, il y a peu d'étudiants. Euh, Ok. j'ai essayé de parler des techniques de retrait des microcathéters en sachant que Nicolas Lust aurait dû faire un topo sur les microcathéters avant et que Ah, c'était assez logique pas évident en effet. de m'envoyer la balle, mais là, il ne l'a pas fait. Il va le faire à un autre moment. Donc, j'ai mis un peu la charrue avant les bœufs. Ok. J'ai essayé de parler des microcathéters, tressés, low profile. Alors, je crois qu'il y a un ou deux étudiants, mais je vais dire à cet étudiant, qui s'appelle Nicolas, et qui est de Lyon, que Asahi est donc actuellement le leader sur les guides, c'est certain, avec une gamme de guides exceptionnelle, sans concurrence, pour notamment aborder les lésions complexes et les CTO, et une gamme de microcathéters, là encore, en quasi-monopole. Je ne dis pas en monopole parce que ce n'est pas vrai, mais en quasi-monopole. Autant pour les guides, ils sont dans 98% des salles, à mon avis, il vous le confirmera. Autant pour les microcathéters, ils sont un peu challengés, mais ils ont des matériels que j'utilise volontiers, les Corsair Pro XS, les Caravelle, qui sont excellents. Il va vous expliquer la différence entre un low profile et un guide et un microcathéter tressé, pourquoi l'un fait mieux que l'autre dans telle ou telle circonstance. Et euh, je voulais vous dire que Stéphane, qui n'est pas médecin, qui est donc directeur d'Asahi France, prend de son temps pour vous enseigner et intégrer le DIU sans aucune sorte de retour autre que l'amour qu'il a de montrer que tout ça procède d'une technologie extrêmement sophistiquée pour nous aider, nous, cardiologues interventionnels.
Merci beaucoup encore une fois, Stéphane. Euh, Sache bien que c'est pas du flanc du tout. Ce que je dis n'est pas de la mondialité. Voilà, je vous salue. J'espère avoir été le plus pédagogique possible malgré les conditions de la vidéo qui sont distancielles et donc pas simples pour expliquer des trucs difficiles. Et merci surtout de m'avoir un peu donné d'interactivité, Nicolas. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup Antoine pour cette très gentille introduction. Eh bien, donc en effet, je suis responsable de l'handicap Azaï et donc aujourd'hui, je vais vous présenter la technologie des microcathéters en fait. Euh, et je vais donc vous partager mon écran. Hop, et normalement, hop, ok, normalement, je pense que vous devez voir mon écran. Pas encore. C'est bon pour vous? Non, on n'a pas de partage d'écran, nous. Pas encore. D'accord. J'ai- Ah, c'est bon, ça se lance. Voilà, c'est bon, c'est parti. C'est bon. Ok, super. Ok, donc la technologie des microcathéters. Donc je vais vous parler en effet de la technologie des microcathéters. J'allais dire d'un point de vue industriel, c'est-à-dire en gros, quels sont, on va venir d'ailleurs directement ici, hein, en gros, quelles sont les caractéristiques et les performances exigées d'un microcathéter, hein, les différents éléments composant la structure d'un microcathéter. Et je mettrai un exemple de développement de la conception du Corsair Pro XS. Ah, Antoine a laissé son son. Peut-être Antoine? Je ne sais pas si Antoine m'entend. Ah, Antoine a laissé le son. C'est déjà ça, hein. Quel âge vous avez? Antoine? Ma mère a 93 ans. Attendez, je vais essayer d'appeler Antoine. Formidable, hein. Elle est en bonne forme. Excellente, elle habite chez elle. C'est Muriel Colroger, votre médecin? Oui. Très bien. Je me demande juste 2 secondes. Oui, Antoine. Est-ce que tu peux juste couper ton micro? Parce qu'en fait, Oui, Stéphane. on entend. Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît, Antoine? Je vais m'en aller surtout de la réunion et je coupe mon micro. Je suis désolé, Super, je t'en excuse-moi. prie. Pas de souci, Au revoir. merci. Voilà, je pense que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, oui. Ok, super. Allez, on reprend. Donc, en gros, les caractéristiques et performances exigées d'un microcat, les différents éléments composant la structure d'un microcathéter. Et comme je le disais, on va prendre l'exemple de la conception du Corsair Pro XS, qui est le dernier microcathéter chez Azaï. En fait, vous montrer un petit peu quelles ont été les réflexions pour développer ce microcathéter. Et puis, en fait, il y a aussi rapidement le processus de fabrication d'un microcathéter type Azaï. Alors, quand on parle des caractéristiques et des performances d'un microcathéter, en fait, il y a plusieurs euh, points à aborder. Le premier, bien évidemment, c'est le profil d'entrée, hein, qui aura un impact sur les performances du microcathéter. Il y a la flexibilité du type distal. Donc là, on parle vraiment du corps du microcathéter, mais en distalité. Et notamment la flexibilité, on verra qu'il y aura un impact sur les performances du microcathéter. La rigidité du shaft proximal, donc le corps principal du microcathéter. La rigidité du shaft distal, donc toujours le corps du microcathéter. Et ensuite, différents aspects comme la lubricité, le maintien de l'intégrité de la lumière interne et la torquabilité. Tout ça pour vous dire que voilà, l'ensemble de ces caractéristiques auront un impact sur les performances du microcathéter. Donc, si je prends le premier, le profil d'entrée, bien évidemment, comme on peut l'imaginer, le profil d'entrée d'un microcathéter aura un impact sur ses performances et notamment sur sa capacité de franchissement, sur sa capacité de pénétration. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est l'effilement du microcathéter. On voit ici un microcathéter qui n'est pas effilé, hein, qui est plutôt assez droit.
Et ici, on voit un microcathéter qui est plutôt effilé, on va dire qu'il est tapered en anglais. Et bien évidemment, cela aussi aura un impact sur la capacité de franchissement et de navigation du microcathéter. Euh, Si on prend le deuxième facteur, qui est la flexibilité du type distal, donc on va vraiment parler ici de cette flexibilité en distalité du microcathéter, eh bien, cette flexibilité ou cette rigidité aura un impact sur les capacités de franchissement des artères sinueuses. Mais il va falloir trouver le bon compromis. On va voir que souvent, quand on parle des caractéristiques d'un microcathéter, mais aussi d'ailleurs des guides, hein, on cherche sans arrêt un compromis. Il n'y a pas de produit idéal. Alors ici, par exemple, un microcathéter qui sera très flexible en distalité, eh bien, il aura de meilleures chances de se faufiler dans les tortuosités de l'artère. Si le guide s'insère dans une petite branche, le microcathéter va bien suivre ce guide. Mais par contre, on va dire le point négatif, c'est que s'il est très flexible, il va avoir tendance à s'abîmer, à s'évaser, notamment lorsqu'il va rencontrer des calcifications. Et à contrario, un microcathéter plutôt rigide, eh bien, il aura une meilleure résistance, il va moins s'abîmer, il va mieux naviguer dans les artères très calcifiées, mais par contre, l'handicap, c'est que sur des artères très tortueuses, il aura tendance à se retrouver bloqué, il sera moins souple pour s'adapter aux tortuosités. Donc tout ça, encore une fois, pour dire qu'il faut trouver le bon compromis entre la flexibilité et la rigidité d'un microcathéter. Ici, on a une petite image assez parlante hein, où on voit donc un microcathéter avec son type distal qui est en train d'acheminer dans une très forte tortuosité. On peut imaginer qu'ici, la flexibilité de ce microcathéter sur sa partie distale aura un vrai impact sur sa capacité de franchissement. Pour continuer toujours dans cette flexibilité du type distal, il y a eu des innovations qui ont été apportées, notamment pendant pas mal de temps, il y avait des microcathéters en distalité où on apposait une bague radio-opaque pour avoir tout simplement de la visibilité. Le souci, c'est que cette bague radio-opaque apportait un élément de rigidité en distalité qui faisait que dans certaines configurations, il pouvait bloquer à ce niveau-là. Donc, sur les microcathéters de nouvelle génération, on a plutôt tendance à poser une poudre de tungstène qui va apporter de la radio-opacité, mais qui ne rigidifierait pas cette partie. Donc là, on a des essais, notamment pour illustrer ce que je viens de vous dire, sur banc d'essai, où on voit un microcathéter très flexible en distalité, donc il va franchir cette tortuosité, alors que l'autre, qui semble être de même acabit, se retrouvera bloqué, notamment sur cette partie, on va dire, un petit peu plus rigide. Voilà, tout ça pour dire que vraiment, là, c'est des petites différences qui semblent être anodines, mais qui peuvent faire une nette différence à la longue. Là, toujours l'illustration de l'importance de la flexibilité, donc avec des microcathéters qu'on essaye hein, sur des bancs d'essai, avec vraiment des tortuosités, même des simulations de calcification. Et on voit qu'au final, il y en a un qui vraiment franchit bien, alors que les autres restent bloqués sur des parties, on va dire, assez rigides. Un autre élément qui est aussi à prendre en compte, c'est la rigidité du shaft proximal. Donc là, on est vraiment en proximal du corps du microcathéter. Et il est important, en effet, d'avoir une rigidité suffisante pour avoir une bonne transmission du push. Par définition, quand on pousse sur son microcathéter, il faut être certain que la transmission de ce push soit effective sur la distalité du microcathéter. Donc, on cherche vraiment à avoir un corps proximal costaud, j'allais dire, qui puisse transmettre ce push en vitalité et éviter aussi le phénomène de kink, de plicature du microcathéter. Et quand on parle de rigidité du shaft distal, donc tout à l'heure j'étais sur le shaft proximal, là maintenant on va parler de la rigidité du shaft distal, idem, il va falloir trouver le bon compromis parce que tout simplement, si en distalité, on a un shaft, donc le corps du microcathéter,
qui est flexible. Euh, S'il est trop flexible, le problème, c'est que quand on va pousser dessus, et si en distalité on rencontre une difficulté, une lésion, on va dire par exemple calcifiée, à ce moment-là, le microcathéter aura tendance à flécher et en fait un peu à plicaturer en distalité et au final à ne pas franchir. Donc de la flexibilité sur le corps distal, c'est intéressant, mais pas trop, parce que sinon, en effet, on a un effet un peu nouille en distalité. Et à contrario, une rigidité importante est intéressante puisqu'elle permettra de transmettre le push, donc de franchir la lésion, mais pas trop non plus, puisque tout simplement, on aura tendance à rigidifier un peu l'artère, à ne pas épouser l'anatomie, et aussi, en cas de tortuosité vraiment accentuée, le microcathéter aura du mal à se faufiler dans toutes ces tortuosités. Donc, encore une fois, c'est vraiment une recherche de compromis. C'est toujours une recherche de compromis. Là, ici, on voit, on va dire, des essais, voilà, des essais comparatifs sur des bancs d'essais qui illustrent un peu cette transmission du push. Donc là, c'est un microcathéter qui est vraiment pris dans des calcifications sur un banc d'essai et on le pousse et on voit qu'il y en a un qui, voilà, qui vraiment arrive à franchir, alors que l'autre voilà, franchit, mais plus péniblement. Donc tout ça pour vous dire que la transmission du push sur le corps du microcathéter et la distalité est vraiment importante. Et tout ça est encore une fois une affaire de compromis. Une autre illustration, euh, là on voit deux microcathéters sur des tortuosités vraiment accentuées, sur lesquelles, sur ce banc d'essai, on a mis des petits picots plastiques qui simulent des picots calcaires. Et on voit que en gros, bah, les deux microcathéters avancent, mais il y a un moment, il y en a un qui se retrouve coincé après plusieurs tortuosités. Tout ça pour vous dire que ce sont deux microcathéters qui ont pourtant un nez flexible, un corps assez costaud, mais il y a un moment, il y en a un qui va quand même malgré tout plus loin que l'autre et qui franchit. Et souvent, en fait, parce qu'il faut être honnête, les microcathéters sur le marché aujourd'hui sont de bonne facture, quelles que soient les marques, mais le nez de la guerre, le nœud de la guerre, pardon, se fait vraiment sur la jonction entre la partie distale du microcathéter et le corps qui doit retransmettre le push. Cette transition est vraiment hyper importante et c'est vraiment là que ça fait la différence. Des fois, ici, la transmission entre cette partie distale flexible et ce corps plutôt robuste, eh bien, n'est pas suffisamment progressive. Et au final, ici, on voit une différence. Donc, voilà, c'est des petits riens qui font la différence. Un autre élément à prendre en compte, c'est la lubricité, bien évidemment. Donc, la lubricité externe va permettre au microcathéter de bien glisser. Donc, ça, c'est important. Mais il y a aussi la lubricité interne qui va augmenter, on va dire, la glisse du guide à l'intérieur du microcathéter. Donc, c'est aussi un élément qui va avoir un impact sur les capacités du microcathéter. Et puis, je pense encore un autre élément qui souvent est un peu oublié ou peut-être pas pris suffisamment en compte, c'est la capacité du microcathéter à intégrer, à garder pardon, l'intégrité de la lumière interne. On peut, je vous laisse imaginer, bien évidemment, quand vous utilisez un microcathéter, notamment dans des tortuosités très importantes, il y a un moment, le microcathéter est vraiment challengé et par définition, il se retrouve contraint et pas plié, mais en tout cas dans des sinuosités très importantes. Et on va dire qu'un bon microcathéter avec le corps et le shaft bien construit va faire une différence dans le sens où il gardera l'intégrité de sa lumière interne, alors que d'autres pourront être contraints et avoir une réduction de lumière interne, ce qui est un peu embêtant parce que, bien évidemment, vous imaginez, vous avez votre guide à l'intérieur, et si ici vous avez une perte d'intégrité de la lumière interne, votre guide se retrouve, on va dire, pincé, et de ce fait avec moins de manœuvrabilité à l'arrivée. Et enfin, le dernier élément à prendre en compte, c'est est-ce que mon microcathéter est torquable ou pas? Et on va voir que justement, certains microcathéters, on va plutôt prendre le compromis d'avoir des microcathéters de franchissement, donc qui seront très fins avec une armature fine et donc on ne pourra pas les torquer.
Et à contrario, on pourra plutôt avoir des microcathéters que l'on torquera dans les calcifications. Ce sont des microcathéters qui ont une armature un petit peu plus importante, plus résistante, donc peut-être moins low profile, mais avec des capacités d'être torqués dans les calcifications. Donc encore une fois, tout ça, c'est une histoire de compromis. Aujourd'hui, il n'y a pas de microcathéter idéal, hein. Il faut avoir en général, allez, peut-être à minima 2 microcathéters dans l'arsenal. Un pour vraiment, on va dire, le franchissement avec du low profile, quelque chose de très souple, de très flexible, qui va aller dans les tortuosités, qui pourra peut-être même aller dans les septales, dans les épicardiques. Et puis, à contrario, un microcathéter qui est plutôt très robuste, qui va être torqué dans les calcifications. Euh, voilà. Donc, toutes ces caractéristiques auront un impact sur les performances et donc tout dépend de quel type de microcathéter on souhaite avoir sur les étagères. Au niveau de la structure, c'est assez simple, somme toute, hein. Il y a 3 éléments clés: le design type distal, le shaft, le corps du microcathéter et le hub proximal. Je vais être assez rapide là-dessus. En fait, on peut avoir différents types distales pour les microcathéters, des types dits en plastique, en résine polyuréthane, en métal. Ils ont plus ou moins tous des avantages et des inconvénients. Donc, on va rechercher le compromis. Mais en gros, il est certain que la durabilité du type dépendra du matériel et sa flexibilité aussi, on peut l'imaginer. Ce que je disais un petit peu tout à l'heure, si on compare les microcathéters sur le marché aujourd'hui, on va dire que globalement, il y a des bons microcathéters. C'est vrai que la différence, hein, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, ça va être au niveau de la jonction des parties du microcathéter. Euh, Ici, on voit un microcath X, bon, c'est le nœud, c'est vrai, mais on va dire que le nœud de la guerre, c'est vraiment cette jonction entre cette partie distale très flexible qui va pouvoir s'acheminer dans toutes les tortuosités et le corps du microcathéter qui, lui, va transmettre le push, transmettre une certaine rigidité. Et en fait, cette jonction va être très importante parce que une jonction de moins bonne qualité, peut-être, fera qu'il y a un moment, à ce niveau-là, on peut avoir un effet chaussette, c'est-à-dire que tout simplement, le nez du microcat va s'émousser, va se retrousser un petit peu, alors qu'on est en train de pousser avec le corps proximal. Donc, voilà, c'est vraiment j'allais dire, le nœud qui fait la différence. Le shaft, le corps du microcathéter, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a plein de structures différentes avec des tressages, des multicouches, des multicoils. Euh, c'est encore une fois, tout dépend de ce que l'on souhaite avoir. Un microcathéter où on va choisir un low profile, quelque chose qui va franchir dans les tortuosités, et bien évidemment, on peut imaginer que le corps sera moins robuste, plus fin pour pouvoir se faufiler, alors que là où on va vouloir plutôt avoir un microcathéter qui soit torquable dans les calcifications, on ira chercher un microcathéter avec une structure plus robuste, plus résistante et qu'on peut tourner dans les calcifications. Bien sûr, cela a un impact sur la durabilité, hein. On peut imaginer qu'un microcathéter, comme je le disais, fin, sera moins durable, alors qu'à contrario, un microcathéter un petit peu plus robuste, mais moins fin, pourra être torquable dans les calcifications, il y aura une meilleure durabilité. Le hub proximal est important aussi, parce que bien évidemment, on va pousser énormément sur son microcathéter pour on va dire, l'acheminer jusqu'au fond de l'artère. Et c'est une partie importante puisque, par définition, un hub résistant, si on le tourne plusieurs fois, si on pousse dessus, il ne plicaturera pas et il fera la différence. Je vais terminer ma présentation sur un petit cas, notamment de recherche et de développement, pour vous illustrer un petit peu les considérations et d'un point de vue industriel, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir lorsqu'on développe un microcathéter. Je vais prendre l'exemple du développement du Corsair Pro XS chez ASAI. Donc, chez ASAI, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait 2 microcathéters. On avait le Caravelle, qui est vraiment un microcathéter très fin, qui est fait pour j'allais dire, à se faufiler dans les tortuosités qu'on peut utiliser en rétrograde, mais par contre qu'on ne torque pas dans les calcifications. Et à contrario, le Corsair Pro, qui est un microcathéter robuste, qui apporte beaucoup de support, qu'on peut torquer dans les calcifications.
Et l'idée, c'était de développer un entre-deux, donc le Corsair Pro XS. Donc le concept, c'était tout simplement de développer un produit concurrent d'un produit qui existait déjà dans une autre marque euh, et être capable, on va dire, de surpasser les performances de ce produit existant. Et donc, dans un point de vue d'une approche rétrograde. Et donc, la feuille de route, c'était de franchir, naviguer les artères collatérales complexes, d'avoir une crossabilité supérieure à ce qui existe sur le marché et bien évidemment d'être compatible avec des guides de type SIO 03, Sion, Fielder XT qui sont utilisés notamment en rétrograde. Euh, Qu'est-ce qu'ont fait les ingénieurs de chez Asahi, nos ingénieurs japonais? Bah, voilà, sans commune mesure, ils ont analysé le produit existant sur le marché, le produit concurrent, pour comprendre la structure du microcathéter. Et l'idée, c'est d'apporter des éléments pour essayer de surpasser cela. Donc, il y a bien évidemment l'analyse du type distal qui fait vraiment la différence. Et notamment, quand on prend le Corsair Pro et qu'on analyse le nez du Corsair Pro versus le produit concurrent, on se rend compte que le nez est plus fin. Donc l'idée, c'était de peut-être de prendre ce qu'il y a de bon dans le Corsair Pro, mais aussi d'aller chercher ce qu'il y a de bon dans un autre microcathéter chez nous, qui est le Caravelle, comme je le disais, qui est très fin, qui a un corps de 1,9. Euh, et l'idée, bah, c'est de développer un Corsair Pro XS qui aurait les avantages du Corsair Pro, qui est donc torquable dans les classifications, et les avantages du Caravelle, qui est un microcathéter très fin, et d'essayer de développer un produit intermédiaire avec les avantages de l'un sans les inconvénients de l'autre. Euh, donc au niveau du corps, du maillage du corps, c'est là où la différence se fait. Quand on regarde le Caravelle, comme je le disais, il est très fin, avec un braiding très très fin. Le Corsair Pro, il est plutôt avec une armature vraiment costaud. On peut torquer dans les classifications. Eh bien, c'était de développer un braiding vraiment intermédiaire, quasiment aussi fin, mais torquable euh, dans les classifications. Et l'idée, c'est d'avoir un microcathéter qui réagit un peu comme un Caravelle, c'est-à-dire qu'il va pouvoir éviter un petit peu les points de calcaire, se faufiler dans les tortuosités. Il y a des allers-retours de fabrication, et notamment beaucoup sur des bancs d'essai, où on fait des bancs d'essai qui simulent des tortuosités avec des points de calcification. Et puis, tout simplement, il y a des essais qui sont faits versus le produit concurrent, et on fait des allers-retours pour vraiment voir est-ce que en modifiant la structure, en modifiant le braiding, on arrive à optimiser les performances du microcathéter, euh, ainsi de suite. Et après, on les simule aussi dans des plaques calcifiées avec l'objectif de faire du torque dans ces plaques calcifiées. Et là, pareil, des allers-retours avec des bancs d'essai où on simule des calcifications et on refait nos essais et on fait des allers-retours sur la conception, la fabrication pour obtenir à l'arrivée un microcathéter qui va avoir des performances qui sont au rendez-vous. Voilà, et ensuite, il y a tout le process de fabrication, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, le process de fabrication, c'est vraiment de fabriquer les coils nécessaires, de les affiner, de les assembler, avec après tout le coating qui va avec, tout le système de soudage. Et on a vu tout à l'heure que vraiment, ça c'est un élément clé, le soudage entre le type distal, le corps du microcathéter, d'essayer d'avoir les soudures les plus performantes possibles pour garder les caractéristiques et les performances du microcathéter. Et puis, bien évidemment, après, tout le système de stérilisation, de packaging. Juste pour la petite anecdote, c'est que souvent, on a l'impression que tout ce process industriel est très mécanisé, mais au final, on a quand même, bon, bien sûr, 50% du process qui est mécanisé, mais on a encore beaucoup d'interventions manuelles, humaines, avec des gens qui font des points de soudure sur chaque unité au microscope. Voilà, il y a une part de travail manuel qui reste très importante sur ce type de fabrication. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Super, pas de questions pour moi, merci. Ok, impeccable. Eh bien, je crois que maintenant, quelqu'un va prendre la suite. Je ne me souviens plus qui. On va voir. Je coupe le ton, je regarde vite fait qui doit prendre la relève.